Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes le samedi 18 octobre 2025 et comme d'habitude, nous souhaitons être fidèles à notre rendez-vous. Nous allons commencer comme d'habitude à donner quelques informations et ensuite à passer à l'actualité, plutôt à la thématique principale. En termes d'information, nous allons accorder aujourd'hui une attention particulière à l'information, à l'actualité internationale. Elle est tellement abondante, mais nous allons nous appesantir sur quelques sujets que nous avons retenus, que nous considérons comme extrêmement importants. La première information que nous pouvons donner, c'est que nous suivons avec une attention particulière la situation au niveau du Moyen-Orient et nous réjouissons de l'évolution. Nous osons espérer que les choses vont continuer à aller dans ce sens et qu'on va aller finalement à la paix. Et nous avons une pensée particulière à ce peuple palestinien qui est très courageux, qui résiste à l'épreuve, qui subit beaucoup, mais qui est toujours debout. Et je crois que c'est extrêmement important. تعتبر لحظات تاريخية وطال انتظارها من المواطن الفلسطيني بعد عامان من القتل والإبادة الجماعية التي مورست بكل عنجهية ضد الشعب الفلسطيني. هذه الفرحة التي شاهدناها قبل قليل في الشارع الفلسطيني هي ناتجة عن الضغط الكبير التي وقع على الشعب الفلسطيني، مجازر كبيرة، قتل، إبادة. שמחים מבפנים, באמת, השמחה היא עמוקה, אבל חייב להיות ריאליים, עד שהם לא עולים על הרכב של הצלב האדום ובאמת פוגשים את חיילי צה"ל, אנחנו עד אותו הרגע חייבים להתפלל. Alors, au-delà de ce qui s'est passé, nous retenons que ces derniers temps, il y a quand même plusieurs pays qui ont reconnu la Palestine. Et lorsqu'on fait le décompte, on se rend compte qu'il y a déjà 158 pays sur 193 auxquels on peut ajouter le Saint-Siège. Ce qui veut dire que vraiment, il y a une évolution extrêmement favorable. Le Congo a reconnu la Palestine le 5 octobre, le 5 décembre 1988, et nous nous en réjouissons que nous ayons pu apporter ce soutien très tôt et que nous continuons à le maintenir. Maintenant, je crois que pour conclure sur ce point, il faut noter ce que le président égyptien a déclaré, à savoir que la solution durable à ce problème demeure dans la création de deux États. Et je crois qu'il faut que l'on milite et qu'on fasse tout pour avancer et évoluer dans ce sens. Donc ça, c'est la première information. La deuxième information est relative à la Côte d'Ivoire, qui a lancé sa campagne déjà pour l'élection qui est prévue pour le 25 octobre. Mais dans un contexte tout à fait particulier, parce que vous savez que suite à un certain nombre de choses, l'ancien président Laurent Gbagbo et le président du PDCI, Tidiane Thiam, ont été exclus de l'élection. Et leurs partisans, notamment au niveau des deux partis, des deux leaders, se sont mis debout. Au début, ils avaient souhaité avoir l'autorisation pour faire une marche. Cette autorisation, ils ne l'ont pas obtenue. Ils ont fait la marche. Il y a une répression sauvage et très forte. Il y a beaucoup d'arrestations, mais ils sont toujours debout. Et ils disent non au 4e mandat. Ils se battent pour aller à un dialogue politique qui permette de régler cette situation.
Aujourd'hui, nous pouvons penser que la situation en Côte d'Ivoire, elle est extrêmement tendue, elle est extrêmement préoccupante et nous sommes de ceux qui pensons que même après l'élection, il y aura, enfin, si elle a lieu, il y aura un contexte, il y aura une situation qu'il faudra prendre après le corps et essayer d'avancer. En Côte d'Ivoire, la police a dispersé des petits groupes de manifestants à coups de gaz lacrymogène au lendemain de l'ouverture de la campagne présidentielle. Certains partisans de l'opposition avaient tenté samedi de braver l'interdiction d'une marche à Abidjan. Au moins 237 arrestations, selon le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé. En cas cette année, nous, on décide d'aller tous au cimetière ou bien à la Macra. Parce qu'on ne peut pas t'arracher ta liberté et puis ta dignité. Donc moi, je suis pour la marche. C'est pourquoi je suis sorti. Notre idéologie, c'est la paix. Notre idéologie, c'est l'amour. Notre idéologie, notre idéologie, c'est de nous demandons tranquillement, sans injure, ni bavure, sans calage, sans machette, sans bois. Nous demandons seulement que le président de la République de Côte d'Ivoire revienne sur ses pas. Qu'il revienne sur ses pas parce que la Côte d'Ivoire, nous sommes un pays démocratique. La police a bouclé les artères principales de certains quartiers très tôt le matin. La manifestation organisée par une coalition de l'opposition avait été interdite la veille par les autorités ivoiriennes dans un contexte de tension électorale. En tout cas, bien que les manifestations aient été interdites, parce que toutes les manifestations qui contestent les décisions du Conseil constitutionnel qui a retenu en lice le président Alassane Ouattara avec 4 autres candidats, toute manifestation qui conteste cela est interdite. Mais les autres ont dit, nous restons debout. Et ils continuent à manifester, ce qui fait preuve d'un courage exceptionnel. Et ils continuent à le faire, etc. Je crois que c'est une leçon que nous devrions tirer. D'autant qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut qu'ils mènent tout pour arriver au blocage du pays. Et ce serait véritablement dommage pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Mais c'est une situation, à notre avis, qu'il faut suivre de façon particulière, avec une attention également particulière pour qu'on essaye d'aller de l'avant. Et je crois que c'est extrêmement important. La troisième situation que nous voulons évoquer, parce que je crois que tout le monde est en train de suivre l'actualité, c'est la situation à Madagascar. Et cette situation a commencé avec le mouvement de la génération Z, qui au départ a fait un certain nombre de revendications devant le manque d'eau, devant les coupures d'électricité, devant les délestages, devant le non-respect des libertés fondamentales. Et ils ont commencé, mais très tôt, il y a eu une répression sauvage qui a fait extrêmement de victimes. Et jusqu'au moment où il y a eu une mutinerie au sein de l'armée. Et une partie de l'armée a fait appel, a souhaité, a demandé à ce que l'armée soutienne les manifestations, les manifestants. Et c'est ce qui s'est fait. Ce qui s'est fait et a entraîné que le président de la République soit exfiltré. Ce qui a fait qu'après son exfiltration, l'Assemblée nationale a prononcé sa destitution et la Haute Cour constitutionnelle a demandé à la haute autorité militaire qui était à la tête de ce mouvement de prendre les affaires en main. Et je crois que c'est fait. Et c'est un militaire qui est à la tête de Madagascar ces derniers temps. Et il s'apprête, semble-t-il, à prêter le serment. Donc nous voyons à chaque fois qu'il y a des leçons qu'il faut tirer. Parce que le fait que les populations, la jeunesse, sont plongées dans la misère, dans la souffrance. Le fait que tout le monde se rend compte maintenant qu'il y a le pillage de nos richesses qui enfonce les populations dans la misère et dans la souffrance. Ce sont des aspects qui doivent être pris. Et je ne cesse de rappeler que nous commençons à donner à l'Afrique une très très mauvaise image, alors qu'à un moment donné, les présidents Ouad du Sénégal, les présidents Boumediene et autres
avait pris l'engagement à travers le NEPAD au niveau africain d'améliorer l'image de marque, l'image de l'Afrique à travers le monde. Malheureusement, nous constatons que nous sommes très, très loin d'y arriver. Mais enfin, il faut qu'on continue et que j'espère que nous avancerons dans ce sens. Aider à former un consensus sur les impacts macroéconomiques critiques de la mauvaise gouvernance et de la corruption, réaffirmer l'engagement des gouvernements africains à donner la priorité aux réformes de lutte contre la corruption et de bonne gouvernance, identifier les piliers d'un plan d'action pour promouvoir la gouvernance en Afrique, y compris pendant les crises telles que la pandémie de Covid-19. Ces objectifs, parmi plusieurs autres, sont inscrits dans les priorités d'une Union africaine soucieuse du renforcement de la bonne gouvernance au sein de ses États membres. Nous continuons d'évaluer les progrès dans la lutte contre la corruption et avons apporté plusieurs modifications à la législation et adopté les meilleures pratiques, en particulier la commission anticorruption du Zimbabwe qui a été reconstituée et habilitée afin de mieux s'acquitter de son mandat comme indiqué dans notre constitution nationale. Seuls 6 des 54 pays africains classés selon l'indice de perception de la corruption ont obtenu des scores supérieurs à 50 sur 1. Signe que la corruption continue de régner sur le continent, n'épargnant pas la gestion de la crise sanitaire engendrée par le Covid-19. L'Union africaine apporte à ses membres du soutien pour qu'ils se remettent des pertes économiques infligées par la pandémie, estimées à 12% du PIB du continent en 2021, selon la Banque africaine de développement, et renforcent leur résilience grâce à une meilleure gouvernance. Des efforts de collaboration qui rassemblent le secteur public, le secteur des affaires, la société civile et les médias sont nécessaires pour lutter efficacement contre la corruption sur le continent. Le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption, AUABC, s'est engagé à explorer avec le secteur privé les modalités d'un engagement efficace dans la lutte contre la corruption en Afrique, car ensemble, nous pouvons et nous vaincrons la corruption. Selon les Nations Unies, investir dans un pays relativement corrompu peut coûter jusqu'à 20% de plus que dans un pays qui ne l'est pas. Dans le procédé de l'Union africaine, la numérisation et les données massives sont considérées comme des outils de promotion de la transparence et des comportements éthiques. Ceux-ci réduisent la fragilité et tracent la voie d'une transformation durable pour l'Afrique. Pour réaliser les objectifs de développement durable, il est important de s'attaquer à la corruption. La lutte contre la corruption reste un défi sérieux et complexe sur le continent. Les réseaux de corruption deviennent de plus en plus sophistiqués, imprégnant toutes les couches de notre société. La nécessité de construire les institutions fortes et robustes pour garantir que tous nos actifs et ressources naturelles profitent à la majorité plutôt que de rester dans les poches de quelques-uns reste primordiale et urgente. La corruption et le transfert de fonds illicites contribuent à la fuite des capitaux en Afrique, où plus de 400 milliards de dollars ont été détournés et mis à l'abri à l'étranger. La conférence de Gaborone a offert une plateforme à la Commission de l'Union africaine et au FMI pour présenter leurs approches en matière d'engagement avec les pays membres sur la gouvernance, partager des idées basées sur leurs longues expériences d'aide aux pays membres sur les questions de gouvernance et de corruption, en particulier par le biais d'un développement important des capacités institutionnelles. La quatrième information que nous allons donner, c'est ce qui se passe au Cameroun, qui est extrêmement préoccupant. Et nous, au Congo, nous suivons de près parce qu'il s'agit non seulement d'un pays de l'Afrique centrale, mais il s'agit d'un membre de la CEMAC dont le président Denis Sassou Nguesso assure depuis quelque temps la présence de la République. Donc, il y a des préoccupations. Mais nous vous avons souvent relevé que la région de l'Afrique centrale s'est caractérisée par la longévité au pouvoir des dirigeants et par le fait que, en dépit des richesses, des potentialités que ces pays disposent, la majorité de la population croupit dans une misère et une pauvreté indescriptible. Et malheureusement, nous sommes dans cette situation où il y a les changements de la Constitution, où il n'y a pas l'alternance au pouvoir, où il y a beaucoup de problèmes. Enfin, l'élection au Cameroun a eu lieu le 12 octobre dernier et je crois que dès le lendemain, à travers les dispositions de la loi électorale qui font que les résultats sont publiés publiquement devant chaque bureau de vote, il semblerait que les candidats ont essayé d'obtenir les résultats de tous les bureaux de vote. Et le candidat Chiroma Bakari s'est déjà déclaré vainqueur
Il a même déjà fait une déclaration au peuple congolais et il a espéré avoir de la part des gouvernants mais la décision de ce qu'ils acceptent les résultats du peuple parce qu'il entend faire protéger ces résultats par le peuple, estimant que c'est le peuple qui a protégé les résultats dans les bureaux de vote. Les autorités administratives ont présenté au MINAT des indices concordants faisant état des tentatives par certains candidats de publier les résultats du scrutin présidentiel en utilisant des plateformes et des applications illégales qui ne sont pas prévues par les textes en vigueur. Je vais le dire avec gravité et simplicité. Le peuple a choisi et ce choix doit être respecté. Mais cela n'est pas du goût du pouvoir. Notamment, il y a comme un affrontement, il y a comme une confrontation entre le candidat Chiroma Bakary et le ministre de l'administration du territoire, qui ne cesse de répéter que le candidat Bakary, Chiroma Bakary, en fait, ne respectait pas les lois et règlements de la République. Il semble que, selon la loi camerounaise, de s'autoproclamer président est une espèce de haute trahison et qu'il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Alors, d'un côté, nous avons la situation du candidat Chiroma Bakary, qui se considère déjà élu, qui, d'après les images que nous avons à travers les réseaux sociaux, nous osons espérer que ces images sont des images réelles, est soutenu par le peuple qui estime le défendre et qui estime protéger ces résultats jusqu'à la proclamation finale. Mais quand on entend le ministre de l'administration du territoire parler, et il se fonde dans ça, dans la jurisprudence qu'il y a eu en 92 avec le candidat John Frundi, en 2018 avec le professeur Kamto, qui finalement s'était autoproclamé, mais vous connaissez la suite, il s'est retrouvé en prison. Et d'après les informations que l'on découvre à travers les réseaux sociaux, plusieurs collaborateurs du professeur Kamto sont encore en prison jusqu'à présent, ce qui est une situation extrêmement difficile, etc. Mais on souhaite pour le Cameroun que tout ça se déroule dans la paix, dans l'apaisement. Et il n'est pas bon, au-delà du contexte que le Cameroun connaît déjà, au-delà du fait que des situations que nous connaissons à travers l'Afrique, déjà vous savez que le Cameroun est touché par une situation intérieure, le Cameroun est touché par le phénomène du Boko Haram, etc. Donc il est bon, à notre avis, qu'ils agissent pour protéger. Mais nous devons dire quand même, à l'attention des téléspectateurs, que le ministre, que le candidat Chiroma Bakary, il n'est pas un inconnu, parce qu'en fait, il est resté au gouvernement, d'après ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux. Il a été ministre des Transports pratiquement de 92 à 96. Il est revenu en 2009 au gouvernement. Il a été ministre de la Communication, il a été ministre de l'Information. Enfin, il a fait pratiquement près de 20 ans dans les gouvernements avec le président Biya. Donc, en fait, c'est une personnalité qui est suffisamment connue. Mais au-delà de tout, ce que nous souhaitons, c'est la paix, c'est la tranquillité et que les décisions soient prises pour l'intérêt du peuple camerounais. C'est ça qui est fondamental parce qu'au Cameroun, on essaie de répéter que les résultats officiels sont donnés au niveau du Conseil constitutionnel, je crois, qui a pratiquement près de 15 jours après le scrutin pour donner les résultats. Et nous osons. C'est vrai, nous avons vu sur les réseaux sociaux des fake news qui semblaient faire apparaître un document signé du président Biya, comme quoi il a reconnu la victoire du candidat Chiroma Bakary. Mais tout ça semble apparaître comme un fake news. Ça veut dire qu'il faut suivre la situation avec beaucoup de quiétude pour que nous allions également à la sérénité. Mais après cette situation du Cameroun, nous venons à la situation en France. Mais c'est un rappel que nous vous faisons. Vous savez que le 26 septembre dernier, l'ex-président, l'ex-chef d'État, Nicolas Sarkozy, a été condamné à 5 ans de prison avec des faits différés, je crois, pour une affaire de financement
libyen de sa campagne en 2007. Il a toujours clamé son innocence. Mais après cette condamnation, il y avait été signifié qu'il devait être reçu le 13 octobre pour qu'on lui signifie la date d'incarcération. Mais il a été reçu et on lui a signifié que c'est à partir du 21 octobre qu'il va être à la prison de la Santé, dans le 14e arrondissement. Nicolas Sarkozy sera incarcéré le 21 octobre à la prison de la Santé. C'est une première pour un président ou ex-président français. Son procès, extrêmement médiatique, portait sur l'affaire des soupçons de financement de sa campagne victorieuse de 2007 par Mouammar Kadhafi. Le tribunal a estimé que Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur au moment des faits, ne pouvait pas ignorer que ses proches collaborateurs avaient tenté d'obtenir de l'argent auprès du dictateur libyen. Le 25 septembre dernier, l'ex-président français a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs et écopé de 5 ans de prison. Sa peine était accompagnée d'un mandat de dépôt, synonyme de passage obligé par la case-prison. Mais compte tenu de ses obligations professionnelles et de son assiduité pendant la procédure, les juges ont opté pour une exécution différée. C'est ça qui a permis à Nicolas Sarkozy de ne pas être mis derrière les barreaux directement à l'issue du procès. Il a été convoqué par le parquet ce 13 octobre pour connaître sa date d'incarcération. S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Une fois en prison, Nicolas Sarkozy sera logé à la même enseigne que les autres détenus. Il sera placé dans une cellule de 9 mètres carrés, équipée d'un meuble, d'un téléphone, d'une télévision, d'une douche et d'un WC. Dès l'instant où il aura franchi les portes du pénitencier, l'ancien président pourra effectuer une demande de mise en liberté, examinée dans un délai maximum de 2 mois. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Nicolas Sarkozy a fait appel dès sa condamnation. Bon, ce qui frappe au plan général, c'est que c'est pratiquement l'un des premiers cas où un ex-chef d'État de l'Union africaine se retrouve derrière de l'Union européenne plutôt, excusez-moi, se retrouve derrière les barreaux. Mais nous, ça devrait nous faire réfléchir. Quand je dis nous, au niveau du Congo, ça devrait nous faire réfléchir. Parce que ça veut tout simplement dire qu'on ne devrait pas prendre à la légère un certain nombre de choses qui sont dites en droit. Notamment que le fait que la loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous, dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Et au niveau du Congo, lorsqu'on voit cette image, lorsqu'on verra cette image où on va apprendre qu'un chef d'État est condamné et qu'il va être à la maison d'arrêt, évidemment, ça crée comme un choc. Mais quand la justice est indépendante, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que les Congolais doivent accorder une attention toute particulière à l'alinéa 1er de l'article 168, qui dit que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Mais au Congo, tel que nous vivons, est-ce que nous pouvons dire que la justice est indépendante? Mais nous allons également nous référer à un article de la Constitution que je vais essayer de vous lire. Parce que cet article, à mon avis, devrait faire réfléchir les Congolais et devrait les amener à aborder les choses différemment qu'elles se font aujourd'hui. Il s'agit de l'article 96, je vais le retrouver. L'article 96 dit exactement ceci. Aucune poursuite pour des faits qualifiés crime ou délit ou pour manquement grave à ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction ne peut plus être exercée contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. La violation des dispositions ci-dessus constitue le crime de forfaiture ou de haute trahison conformément à la loi. Alors, vous voyez que lorsque on prend cet article et on peut le contrebalancer avec l'article 15 qui dit ceci, tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. Donc, vous voyez, il y a comme une contradiction. Bon, je ne suis pas juriste. Je crois qu'on devrait inviter nos frères juristes, nos compatriotes juristes à réfléchir sur la question. Mais c'est un problème qui doit être posé parce qu'en fait, nous sommes tous égaux devant la loi. Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays, Hélène, les plus
pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Et je crois que nous avons droit à la protection de l'État et je crois que c'est quelque chose qu'il faut retenir très très sérieusement. Maintenant, l'avant-dernière information que nous allons donner, c'est qu'il se déroule dans notre pays depuis le 1er septembre une opération dite de révision des listes électorales, semble-t-il en préparation pour l'élection présidentielle de 2026. Beaucoup de Congolais la déplorent d'abord parce que le 12 mars 2024, le ministre de l'Intérieur avait annoncé aux chefs des groupements politiques qu'il y allait avoir une concertation politique et qu'au cours de cette concertation politique, on allait examiner les questions de la biométrie pour la présidentielle de 2026 et ensuite que l'on allait regarder la refonte de la loi électorale. Mais la refonte est en cours. Nous avons critiqué ce qui se fait au niveau de cette refonte et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure également de critiquer ce qui s'est fait au niveau de la révision des listes électorales. D'abord parce que nous tenons à vous le rappeler, à Dolisie en 2013, il avait été dit que la méthode proposée par l'administration consistant à rechercher la maîtrise du corps électoral par la révision des listes électorales ne permet pas la bonne tenue du fichier électoral. Donc on se pose la question, d'autant que le ministre de l'Intérieur sait que ce dossier a été très chaud à Madingou en 2020, entre ceux qui étaient pour la révision extraordinaire la révision des listes et ceux qui étaient pour la réalisation d'un recensement administratif spécial. Et je crois que la raison qui était évoquée pour la non-réalisation du recensement administratif spécial, c'était le fait de dire que le délai ne permettait pas. Et ça, c'est si le délai ne permet pas, mais parce que toujours au niveau du ministère de l'Intérieur, on n'a pas respecté une recommandation qui a été faite à Evo en 2011, à savoir l'inscription par le gouvernement d'un timing des opérations préélectorales et électorales dans un timing précis pour éviter la précipitation. Et là, nous sommes déjà dans la précipitation et nous le regrettons très sincèrement. Le deuxième aspect que nous abordons sur cette question, c'est cet arrêté 1726/MID/CAB du 30 juin 2025, à travers lequel le ministre de l'Intérieur a reconnu certains partis. Il a été prouvé que les partis reconnus par les ministres de l'Intérieur ne sont pas en conformité avec la loi. Et on a demandé que cet arrêté puisse être
retiré, au-delà des promesses qui avaient été faites par le préfet, directeur général de l'administration du territoire, comme quoi il y aurait peut-être un additif, mais on ne peut pas avoir un additif à un faux, parce qu'il faut le dire franchement, il faut le déplorer, il faut le regretter. Nous sommes dans une situation de faux et de l'usage de faux. Et à mon avis, les gouvernants, le Premier ministre, à qui nous avons adressé une correspondance avec ampliation au ministre de l'Intérieur, devraient tirer toutes les conséquences pour non d'abord retirer cet arrêté et ensuite tirer les conséquences au niveau du ministre de l'Intérieur parce que ce n'est pas sérieux et on ne devrait pas avancer. Maintenant, le dernier aspect qu'on évoque, justement en liaison avec cet arrêté, c'est que beaucoup de personnes et de partis qui ont été impliqués dans cette opération de révision des listes ne sont justement pas en conformité avec la loi. Et la dernière information que nous allons donner, parce qu'on a pensé vous la donner de façon simplifiée, mais c'est cette information que nous n'avons de cesse de vous donner sur les accords qui ont été signés entre le Congo et le Rwanda et pour lesquels les Congolais se sont mis debout, Congolais tant de l'intérieur que de l'extérieur, pour dire non à la vente de nos terres, non à la cession de nos terres sous quelque forme que ce soit au Rwanda, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, la coopération entre la République du Congo et la République du Rwanda est régie par l'accord cadre de coopération signé le 22 novembre 2011 à Kigali, lequel a institué la Grande Commission mixte de coopération qui compte à son actif 5 sessions. La dernière session a été tenue les 23 et 24 novembre 2021 par visioconférence. À ce jour, l'arsenal juridique qui sous-tend la coopération entre nos deux pays est abondant et diversifié. Il compte 33 instruments juridiques, parmi lesquels 7 signés lors de la 5e session de la commission mixte et 8 conclus à l'occasion de la visite d'État de son Excellence M. Paul Kagame en République du Congo les 11 et 13 avril 2022. De tous ces accords, il importe de distinguer les accords de portée générale qui ont pour objet d'établir la coopération dans certains secteurs, des accords spécifiques qui portent sur la réalisation de projets bien précis. Il nous convient aujourd'hui de porter notre attention sur les accords qui constituent la réalisation de projets spécifiques. À ce jour, nous en avons 5. Premièrement, la concession du parc industriel et commercial de Maluku. Les travaux qui sont en cours actuellement portent sur la construction des routes par la société SGI, l'installation de 6 générateurs pour la production provisoire de 14 MW d'électricité. En outre, il est prévu d'ici à la fin de l'année en cours le redémarrage de 4 unités de production, à savoir l'usine de peinture, l'usine des emballages en plastique, l'usine des fils électriques et l'usine de production des cuves. La partie congolaise, notamment par le biais du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, a été saisie pour la réalisation des travaux de fourniture d'eau et d'électricité et le ministère en charge des télécommunications pour l'approvisionnement de la connexion Internet. Eu égard à ce constat, la fourniture de ces services par la partie congolaise constitue un point important pour le développement de ce projet. Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet.
L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. 3e projet, le projet de développement agropastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agropastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. 4e projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la Géologie, la société Crystal Venture avait obtenu 4 permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kanga Michopo dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. Le 5e projet qui consiste à la réalisation du port sec de Dolisie, à ce jour n'a pas connu de développement particulier, mais nous avons bon espoir que dans les mois qui vont suivre, les 2 parties vont entamer des discussions pour également faire avancer ce projet. De tout ce qui précède, il résulte que les projets retenus par les 2 parties, à l'exception de celui relatif au port sec de Dolisie, ont connu un début d'exécution satisfaisant. La partie congolaise étant interpellée sur la fourniture de l'eau, de l'électricité et de l'Internet, va s'employer à apporter sa pierre à l'édifice, sans laquelle le développement du parc industriel et commercial de Maluku ne pourra pas être effectif. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le Ministre. On va procéder à la signature d'un accord. On invite le ministre du Commerce, le ministre Ngabitsinze. L'accord signé et le protocole d'accord pour accélérer la mise en œuvre de l'accord sur la ZLECAf. Donc, après avoir donné ces informations, nous allons passer à la thématique principale. Je vous avais déjà présenté mes excuses pour ne l'avoir pas abordé très tôt, mais aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder la question de la situation financière de notre pays avec, in fine, nous ne le ferons peut-être pas aujourd'hui, mais la question de savoir où va l'argent du Congo, où va l'argent du pétrole, où va l'argent des forêts, où va l'argent des mines. On tentera de répondre à cette question. Et je dois dire d'entrée de jeu, s'agissant de cette question, qu'il y a eu un conseil des ministres le 7 octobre dernier à Oyo, et entre autres aspects abordés, mais il y avait les aspects liés à la situation financière, notamment la loi des finances rectificatives pour l'année 2025, ensuite la loi relative, la loi des règlements définitifs pour le budget exercice 2024 et enfin la loi portant loi des finances pour l'année 2026. Et je crois que ça tombe bien puisque le 15, c'est-à-dire il y a quelques jours, l'Assemblée nationale a ouvert sa session budgétaire et cette session devrait principalement se pencher sur ces questions et essayer de voir comment avancer. Donc il faut qu'on y accorde une attention toute particulière, surtout que nous constatons que le pays traverse une grave crise multidimensionnelle depuis plus de 10 ans,
à laquelle, il faut reconnaître, les gouvernants n'ont pas été en mesure d'apporter les solutions appropriées et adéquates. Ils ont été au Fonds monétaire. C'est vrai que dans un premier temps, notamment en 2019, nous n'avons pas pu respecter les engagements et puis on n'a pas pu continuer. Mais après, on a renégocié un autre accord qui a débuté en janvier 2022, qui s'est terminé en 2024. Nous avons été très satisfaits parce que les 6 revues ont été toutes positives. Mais dans la réalité, la situation du Congolais n'a pas changé. Elle n'a fait que s'enfoncer. Les Congolais s'enfoncent chaque jour davantage dans la misère. 11 ans sans pension, sans allocation et même sans des frais de fin de carrière. Une situation invivable pour les retraités de la mairie qui n'en peuvent plus. L'heure est au ras-le-bol. Les retraités de la mairie de Brazzaville sont en colère. Les cotisations de toute une décennie pourtant prélevées n'ont jamais été reversées à la CNSS. Honnêtement, dont nous parlons, nous sommes tous morts. Donc personne ne peut nous influencer sur ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Nous réclamons notre pension parce que dès le premier mois qu'on a commencé à nous payer, on a prélevé dans nos bulletins les cotisations au niveau cotisation sociale. Donc c'est ça. Et nous on a terminé, il faut qu'on nous paye nos pensions. C'est ça tout ce que nous cherchons. Maintenant si la mairie ou bien l'État n'arrive pas à verser de l'argent au niveau de la CNSS, ça ne nous regarde pas. Dans ce collectif, une retraitée qui souffre de tension, mais pour arriver à cette grogne, elle a dû marcher à pied de Kisundi jusqu'au centre-ville. Ma tension est passée à 18. J'ai passé la fête de Noël enfermée dans la maison. Pour arriver ici, j'ai marché avec Kisundi jusqu'à la mairie. Que les autorités pensent au moins à payer ma fin de carrière. Cette femme, comme les autres, tente de braver le poids de l'âge et même des maladies, justement pour faire entendre leur voix. Devenus des mendiants, il y a beaucoup de décès, il y a des divorces dans la famille, l'électricité, on a coupé, l'eau, on n'a pas d'eau, donc il faut payer les factures, on n'arrive plus. Il faut se rapprocher du cabinet du maire. Ici, pas de répondant. L'autorité municipale est en réunion, nous lâche un agent. Ces retraités de la mairie de Brazzaville attendent que leur dossier soit acheminé à la CNSS. Pendant ce temps, ils risquent, comme toutes les années, de passer la fête de Nouvel An dans une situation de vache maigre. Et ça, c'est véritablement dommage. C'est une situation que nous devons regarder. C'est une situation que nous devons suivre. Alors, je vais prendre mes petites notes sur les aspects que je juge un peu techniques. Lorsqu'on regarde les chiffres qui nous ont été produits à travers les budgets ou les documents qui ont été présentés, on constate une première tendance de façon générale. C'est une tendance à la baisse des recettes. Une tendance à la baisse des recettes qui passe dans un premier temps, en 2024, de 2605 milliards de francs CFA en 2024 à 2550 milliards en 2025. Et selon les projections, on va passer de 2550 milliards en 2025 à 2501 milliards en 2026. Donc, il y a une baisse préoccupante qu'il faut que nous regardons à un moment où les défis à relever sont extrêmement nombreux, à un moment où nous avons véritablement besoin de beaucoup d'argent et à un moment où il faut répondre à la question, nous avons besoin de l'argent, où devons-nous le trouver? Et à mon avis, c'est une question extrêmement fondamentale. Alors, au niveau des dépenses, nous constatons plutôt une croissance au niveau des dépenses. Donc, vous voyez qu'il y a deux situations qu'il faut bien gérer parce que sinon, on va continuer à s'enfoncer davantage dans le chaos. Alors, au niveau des dépenses, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que les dépenses se sont passées de 2069,7 milliards en 2024 à 2198,7 milliards en 2025 et en 2026, elles sont projetées à 2267 milliards en 2026.
Donc, vous voyez, bon, maintenant, il faut relever, d'après les documents qu'on a pu examiner, ce qui est encourageant, fortement encourageant, c'est que le gap de financement en 2026 est nul. Et je crois qu'il n'y aura pas financement à rechercher pour ceci, cela, mais malgré tout, le niveau du budget tel qu'il est arrêté en 2026 ne permet pas de résoudre fondamentalement un certain nombre de problèmes. Donc, après cet aperçu général, nous allons essayer de nous appesantir dans un second temps sur quelques indications. Alors, il y a une indication forte qu'il faut retenir. C'est qu'on dit à travers ces documents que la croissance en 2026 est projetée à 3,6%. Bonne nouvelle, on peut dire que cette croissance est positive, même si en réalité, on la trouve assez proche du taux de croissance démographique, qui, si mes souvenirs sont exacts, sont de 3,2%. Mais enfin, il y a quand même une légère, il y a quand même un différentiel. La croissance, le taux de croissance économique est supérieur au taux de croissance démographique, ce qui apparemment serait bon. Mais la question essentielle en ce qui nous concerne est la suivante. Qui profite de cette croissance? Et le débat est là. Parce que lorsqu'on pose cette question, et lorsqu'on examine un budget comme celui de l'année 2026, mais on devrait y accorder une attention toute particulière. Notre objectif étant particulièrement en politique, quels que soient les camps, d'améliorer la condition de vie des Congolais et de faire en sorte que nous allions de l'avant. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe au Congo. Au Congo, il y a véritablement un problème de répartition inéquitable de la richesse nationale. Il n'y a qu'une petite minorité qui profite de cette croissance, et alors qu'on dit souvent que le Congo est un pays riche, il est même très riche, mais malheureusement, la majorité de sa population vit dans une misère et une pauvreté à la fois intolérable et inacceptable. Les ordures, il faut les enlever. Nous, on n'arrive pas à bien vivre. Nous sommes là tout le temps dans la maison, dans la maison, dans la maison. Les mouches partout, dans la parcelle. On est habitué avec les mouches, on pas avec les mouches. Ce cri de cœur de la population est suscité par l'amoncellement des ordures ménagères dans les différents quartiers de Brazzaville. Après une accalmie marquée par l'entrée en service de la société Al-Bayrak, la situation des ordures ménagères s'est encore détériorée avec le retour d'état d'immondices sur les artères principales de la capitale congolaise. Outre l'odeur nauséabonde dégagée par ces ordures, les habitants sont envahis par des asticots. La situation est critique. On voit que le poubelle là, vraiment, ça avance trop. Ici, là, même nous qui sommes là, on est vraiment mal à l'aise. On ne supporte pas l'odeur. Vous voyez, même là, il y a les mouches partout. Tu ne peux pas préparer dehors, tu ne peux pas manger dehors. Donc, c'est toujours dans la maison. Même dans la maison, des mouches. Je vois, c'est ça, vraiment, ça me fait très mal au cœur. Très vraiment mal au cœur. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. La poubelle, ça ravit la chaussée. On ne sait pas que si la société en question, ça fonctionne ou bien ça ne fonctionne pas. On nous a rassuré qu'il y avait une entreprise qui venait pour prendre les choses en main. Nous étions très contents. Au début, nous étions effectivement très contents. Mais maintenant, là, la réalité est une autre. Vous voyez là, c'est tas d'immondices. Vous voyez même les véhicules, quand ils passent là, pour se croiser là, l'autre est obligé de prendre la chaussée là où les piétons passent. Donc vraiment, on est déçus. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Les populations interpellent les pouvoirs publics afin d'apporter définitivement la solution à l'épineuse question de la gestion des ordures ménagères. Vraiment, je ne sais pas comment on va dire à l'État ou bien aux gens de la mairie, vraiment de nous aider, de venir un peu nous enlever la saleté là, parce que nous sommes vraiment en danger, parce qu'il y a la maladie. On déplace la poubelle là, on ne jette plus la poubelle ici. On change de l'autre côté même. Parce que c'est comme ça là, c'est pas trop bon. Les agents de la société Al-Bayrak sont pourtant sur le terrain, mais la situation semble être au-dessus de leurs moyens. Et je vous fais un rappel à travers cette enquête qui a été menée par notre compatriote Alphonse Dongo, qui a fait apparaître pratiquement que le ministre simple, je ne parle pas du ministre d'État, je ne parle pas du Premier ministre, que le ministre simple congolais gagnerait pratiquement 10 millions, le ministre ivoirien en gagnerait 5, le ministre sénégalais en gagnerait 3800, etc. Et que le SMIC au Congo est de 70 400 francs. Ça veut dire que le ministre congolais gagne pratiquement 142 fois le SMIC. Et si on prend un ministre, je prends le Premier ministre qui gagnerait, dit-on, 25 millions, mais ça fait pratiquement 355 fois le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti.
C'est préoccupant. Et c'est des inégalités qui apparaissent de façon flagrante. Et cet exemple choque pourquoi? Parce que lorsqu'on se réfère, par exemple, au cas sénégalais, d'après les données que nous avons, un ministre sénégalais gagne 3 800 000. Le premier ministre sénégalais gagne 4 300 000. Le président sénégalais gagne 4 800 000. Et vous voyez bien que le ministre congolais gagne plus du double du salaire du ministre sénégalais. Comment on peut le justifier? Est-ce qu'on peut le justifier normalement? J'ai dit non. Et ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Alors, c'est pour ça, à notre avis, qu'il y a un véritable problème. Et lorsqu'on parle du budget de l'année 2026, ce sont les questions de fond qui devraient être abordées au niveau de l'Assemblée nationale. Ce sont des questions de fond qui intéressent le peuple congolais et ce sont des questions qui devraient permettre d'avancer. Donc, voilà la première indication par rapport à cet indicateur. Le deuxième aspect que nous abordons, nous constatons en 2025, il était estimé à près de 75 $ américains le baril. Nous avons suivi la fixation des prix du prix du baril au troisième trimestre. Ça a été fixé à 69 $. Mais là, dans le budget 2026, c'est fixé à 60,3 $ américains. Il y a véritablement préoccupation. Et il faut qu'on intériorise bien le fait que le problème de la diversification économique est un problème qui se pose à nous. Mais il n'y a pas que ce problème, il y en a d'autres que nous allons essayer de poser. Maintenant, l'autre problème qui apparaît et que nous retenons, c'est le taux d'inflation qui est fixé à 3%. J'ose espérer que ça correspond à la réalité. Pourquoi je pose la question? Mais parce que l'inflation touche directement au pouvoir d'achat. Ça touche directement au panier de la ménagère. Et je veux bien que les ménagères, nos sœurs, nos femmes, etc., qui font tout pour nous faire donner une vie agréable, nous donnent la confirmation de ça. C'est-à-dire que dans le marché, les prix ne montent pas. Et que s'il y a quelque temps, ce taux d'inflation était à 4,3%, il est descendu, semble-t-il, à 3,6%. Maintenant, on nous dit qu'il sera en 2026 de 3%. Il faut que cela soit respecté et il faut que cela corresponde à la réalité. Donc, voilà les 3 indicateurs que j'ai tenu à faire relever à ce niveau. Mais c'est très important qu'on puisse les noter pour que l'on puisse avancer. Maintenant, le 4e aspect que je vais aborder, c'est celui des orientations données par le gouvernement. Alors, d'après les orientations données par le gouvernement, il s'agit, dans un premier temps, de la consolidation des recettes publiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire un effort pour faire accroître, pour mobiliser les recettes publiques, pour nous permettre d'avoir les moyens d'affronter et de relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Le deuxième aspect, c'est la rationalisation et l'efficience de la dépense, la qualité de la dépense. Et vous savez bien que dans notre pays, ce problème est posé depuis de nombreuses années. Il n'est pas réglé parce qu'on est dans les surcoûts, on est dans la surfacturation, on est dans la corruption, on est dans un certain nombre de phénomènes qui ne permettent pas au Congo, à l'État, de régler fondamentalement un certain nombre de problèmes qui se posent aux Congolais. Et il y a un autre aspect très important pour lequel dit-on que nous souffrons terriblement grâce à ce problème. Il s'agit en fait de mauvaise gouvernance. C'est la gestion de la dette publique. Pourquoi nous attirons cette attention? Nous avons vu les données de la CCA et nous avons découvert que la dette publique à fin juillet 2025 était de 8 450 milliards à peu près. Largement supérieure encore à 90% du PIB, alors que la norme communautaire au niveau de la CEMAC est de 70%. Et à chaque fois, on nous dit on ne peut pas payer les pensions. Mais pourquoi on n'a jamais cherché à établir les responsabilités sur cette affaire de dette? D'autant que le gros de la dette pour lequel nous sommes en train de nous sacrifier, et ça s'est déroulé au moment où nous avons des excédents budgétaires. Et nous allons y venir plus tard. Quand on pose le problème des excédents budgétaires, les gouvernants ne veulent pas qu'on en débatte. Où sont passés les 14 000 milliards? Rebondissement sur l'affaire des 14 000 milliards destinés aux générations futures.
L'Observatoire congolais des droits de l'homme et le Mouvement pour la culture citoyenne, sous le label de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, crient au détournement et au pillage de cette somme enregistrée pendant la période d'embellie financière qu'avait connue le pays. Les organisations de la société civile lancent de ce fait des poursuites judiciaires avec en perspective une plainte contre X pour détournement et pillage présumé au tribunal de grandes instances de Brazzaville. Cette plainte est la réponse raisonnable de nos organisations à l'interpellation adressée à la société civile congolaise en vertu de sa capacité juridique à rester en justice, suivant les termes de la pétition citoyenne en circulation au Congo et à travers le monde, pour exiger des poursuites judiciaires contre les crimes économiques et financiers. Somme affectée au compte de stabilisation domicilié à la Banque des États de l'Afrique centrale, dont l'ouverture a été annoncée le 12 août 2006 par le président de la République du Congo devant le Parlement réuni en congrès. Cette recette est due aux excédents budgétaires suite à la hausse des prix du baril de l'or noir à cette époque. Selon les autorités congolaises, une partie de cet argent aurait servi de maintenir les équilibres financiers en phase avec le fonctionnement et les réalisations du gouvernement. Il s'est également de signaler que l'audit annuel de ce compte de stabilisation que le chef de l'État avait promis en 2006 et que devrait effectuer chaque année la Cour des comptes et de discipline budgétaire n'a jamais été réalisé. S'il s'avère que ces fonds affectés au compte de stabilisation ont été effectivement détournés ou fait l'objet de pillage, cela léserait manifestement les citoyens que nous sommes et impacterait davantage nos conditions de vie et en particulier celles de nos enfants qui, pour la plupart, étudient dans des conditions inappropriées et celles de nos étudiants qui peinent à recevoir leur bourse depuis plusieurs années ou encore celles de nos concitoyens qui manquent de soins de santé faute de structures d'accueil adéquates. Cette plainte, qui s'inscrit dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique que devrait exercer la société civile, est la toute première d'une série que l'OCDH et le MCC, au nom de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, déposeront au cours des semaines à venir. Et je crois que prochainement, on va revenir là-dessus. Et il y a un autre aspect qui est abordé, c'est le renforcement et la résilience de l'économie. Et je crois que c'est formidable qu'on puisse avancer sur cet aspect. Maintenant, l'une des orientations, justement, c'est, semble-t-il, pour faire augmenter les recettes, de la mobilisation des recettes fiscales. Et c'est cette affaire qui défraie un peu la chronique. C'est la suppression de l'IRPP en faisant apparaître, semble-t-il, 4 notions, 4 impôts, notamment l'impôt sur le traitement et salaire, l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers, l'impôt sur le revenu foncier, l'impôt sur le bénéfice d'affaires, etc. L'objectif, selon le ministre des Finances, étant d'accroître les recettes fiscales de 17%. Mais nous pensons que cela pèse sur les contribuables. Cela pèse sur les entreprises. Et il faut regarder, parce que déjà au niveau des entreprises, au Congo, les entreprises se plaignent trop de contrôle. Et il faut que de l'ordre soit mis là-dedans. Parce que nous avons d'autres pistes que nous pouvons exploiter pour avoir les niches, pour avoir des possibilités d'augmenter les recettes fiscales et régler fondamentalement nos problèmes. Et nous allons aborder les questions. Assez souvent, on dit l'opposition ne fait pas des propositions. Mais lorsqu'on fait des propositions, elles ne sont pas suivies. Et à mon avis, ça ne devrait pas. C'est pour ça que nous disons, nous ne sommes pas favorables à la suppression de l'IRPP, à l'apparition de ces 4 impôts. Parce que nous savons, c'est bien de dire, ça va augmenter les recettes fiscales de 17%, mais ça va véritablement peser sur les contribuables. C'est pour ça, malheureusement, que nous tenons à relever un certain nombre d'aspects que les gouvernants se refusent à prendre en ligne de compte. Et ce n'est véritablement pas sérieux. Le premier aspect que nous relevons et que nous déplorons, c'est celui qui est lié à la réduction du train de vie de l'État.
Afin de remettre l'économie ghanéenne sur la bonne voie après l'impact dévastateur du Covid-19 et la guerre actuelle Russie-Ukraine, le gouvernement du Ghana a annoncé jeudi 24 mars 2022 une baisse de 30% sur les salaires des ministres et du président Nana Akufo-Addo. Une annonce faite par le ministre des Finances Ken Ofori-Atta lors d'une conférence de presse à Accra, la capitale. Entre les efforts de relance économique post-Covid des économies africaines, entre les efforts dus à l'inflation qu'on observe sur le continent africain et l'inflation aussi due à la crise ukrainienne, il est de bon ton que les États fassent un effort additionnel de mobilisation de ressources ou de réduction des dépenses budgétaires. Donc la décision que le gouvernement ghanéen vient de prendre est à saluer et il faut convier tous les États à aller dans ce sens dans la mesure où ça va permettre d'affecter plus de ressources à des secteurs sociaux, de réduire les inégalités dans les dépenses budgétaires. Outre la réduction des salaires, Ken Ofori-Atta a également annoncé la fin des voyages à l'étranger pour les membres du gouvernement et de l'achat de véhicules importés jusqu'à la fin de l'année 2022. Le gouvernement ghanéen espère ainsi économiser autour de 360 000 € pour faire face à la flambée actuelle du prix du pétrole provoquée par l'invasion russe en Ukraine. Le ministre a informé d'une diminution des prix du carburant de 1,6%. Ces réductions de dépenses vont permettre également de faire une réaffectation des ressources vers les secteurs sociaux, comme nous l'avons déjà dit, notamment les secteurs de l'éducation, de la santé et surtout la consommation. Comment faire pour améliorer le pouvoir d'achat des populations, vu que le niveau de prix général a augmenté. Ces derniers mois, l'économie ghanéenne est confrontée à plusieurs difficultés liées en partie par la faiblesse de sa monnaie nationale malmenée par les devises étrangères, un service de la dette élevé et une administration budgétivore. Selon Bank of Ghana, à la fin décembre 2021, le Ghana traînait une dette estimée à 70,1% du PIB et une masse salariale publique évaluée à 22,3% de son budget. Je vous ai dit tantôt qu'un ministre au Congo gagne 10 millions. Au Tchad, il gagne 1 million. Au Burkina Faso, au Mali, il gagne moins d'1 million. Mais ça ne fait pas des moins que ministres. Ils assument correctement leurs fonctions. Au Congo, ils gagnent 10 millions. Et depuis qu'on crie pour dire qu'il faut revoir la réduction du train de vie de l'État et qu'au niveau des institutions, le gouvernement, le Parlement et autres, on devrait voir cette réduction non pas seulement en termes de réduction des traitements, mais également en termes de réduction des effectifs, en termes de suppression d'un certain nombre de structures qui sont superflues, alors qu'on devrait pratiquement penser à un certain nombre d'autres choses. Il faut reconnaître que dans le changement de constitution qui a été opéré en 2015, mais il y a eu beaucoup d'enthousiasme, mais qui ne tenait pas compte d'une certaine réalité. Et moi, je dis, quand je vois l'exemple qui est au Sénégal, je vois l'exemple, je dis, et en me calquant un peu sur ce qui se passe au Sénégal, je dis, un ministre au Congo peut gagner 3,5 millions. Le premier ministre peut gagner 4,5 millions. Le ministre d'État peut gagner 3,8 millions. Et il faut qu'on ait le courage et la volonté politique de réaliser ces réformes pour avoir non seulement le sentiment que l'État doit à un certain nombre d'obligations à régler, mais également pour avoir la solidarité pour tout le peuple congolais. Nous ne pouvons pas tolérer et accepter qu'il y ait des Congolais. Le Premier ministre gagne 25 millions, gagnerait 25 millions. Les ministres d'État, en plus, ils ont des indemnités de logement, ils ont ceci. On apprend qu'un ministre d'État a une indemnité de logement de 2 millions, etc. Est-ce qu'on ne peut pas supprimer? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un gouvernement de 25 à 26 personnes? À mon avis. Les structures superflues. Nous avons commencé à en citer. Nous avons vu à travers les réseaux sociaux les textes qui sont signés au niveau de, je ne sais pas moi, chez le ministre Mwambenga, etc. On a nommé toute une kyrielle de personnes. Au niveau de la commission ad hoc chargée de suivi des recommandations. En 2025, on est encore en train de suivre les recommandations du dialogue de Sibiti.
Ça veut dire qu'elles ne sont pas exécutées. Ça veut dire que de façon claire, nous découvrons qu'en matière de gouvernance électorale, les recommandations qui ont été faites n'ont pas été appliquées. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas avancer. Et quand on continue, on découvre ces deux. Par exemple, la structure qui est dirigée par le ministre Mwambega et celle qui est dirigée par Dominique Bassela, il faut les supprimer et concentrer toutes ces activités au niveau du Conseil national de dialogue, qui est constitutionnel. Alors, il crée des choses pour favoriser, c'est pas moi, des amis ou quoi. Et ce qui est constitutionnel, ils ne veulent pas mettre en place. Je rappelle que les articles 227 et 228 de la Constitution instituent un Conseil national de dialogue, organe de réconciliation, organe d'apaisement, de recherche de consensus entre les forces vives de la nation. Très, très important, sur tous les grands problèmes politiques d'intérêt national. On a des problèmes comme la gouvernance électorale. On a d'autres problèmes où ce conseil aurait pu se réunir s'il était mis en place. Non, on ne veut pas. Et curieusement, je vous signale là aussi que c'est une violation de la Constitution. Parce que 10 ans après, on a voulu divertir les Congolais en disant qu'on allait faire évoluer les institutions. Mais voilà, il y a une qui a été créée. On a même mis la charia avant les bœufs en nommant monsieur Béry Martin, que Dieu ait son âme, comme secrétaire permanent. Et le conseil n'a jamais été mis en place. Structure importante. Et on prend, je sais pas moi, convention, reconstruction de la paix ou quoi. Mais venons discuter de la paix avec tout le monde au Conseil national du dialogue. Et quand je poursuis, et ça, ce sont les erreurs de la précipitation dans l'adoption de la Constitution. Nous n'y étions pas favorables. Mais tous les conseils, comment on appelle, conseils consultatifs, etc. Il faut faire disparaître ça. Nous n'avons pas les moyens de ça. Et quand je lis sur les réseaux sociaux la situation de nos ambassades, non, aide-moi un peu ce pays. On ne peut pas se permettre de faire ça. Et pourquoi, dans les autres pays qui connaissent des crises comme celles que nous connaissons, il y a eu des mesures en vue de la réduction du train de vie de l'État. Mais au Congo, on ne veut pas s'en occuper. C'est pour ça que nous disons qu'en termes d'orientation, il manque fondamentalement une orientation comme celle relative à la réduction du train de vie de l'État. La deuxième qui manque, mais c'est la lutte contre la corruption, la lutte contre la fraude, la lutte contre la concussion, la lutte contre les détournements des deniers publics et autres. Ce sont les responsables de ces scandaleux crimes économiques et financiers qui ont plongé le pays dans la crise. Et malheureusement, ils sont protégés. Et on arrive à un budget comme celui-là, comme toutes les années. Non, mais il faut que les gouvernants sachent. Le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Son indice de perception de la corruption est de 23 sur 100. Il est il est dans le top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Expliquez-moi comment on peut faire un budget sous le prétexte que nous appliquons le projet de société ensemble, poursuivons la marche, entendu la marche vers le développement. Mais est-ce que vous pouvez aller au développement si vous ne luttez pas contre la corruption? In this video, I will reveal the 15 most corrupt countries in Africa according to the latest report from Transparency International. I will now present the 15 most corrupt countries in Africa starting from the worst corrupt to the least corrupt. Number 15. Somalia with a score of 12 points out of 100 points, ranked 180 out of 180 countries, is the most corrupt country in Africa and the world. The country has been mired in a circle of violence and instability for over 3 decades, with practically no means available to curb rampant corruption. Number 14. South Sudan with a score of 13 points out of 100, ranks 178 out of the 180 countries polled. A recent report revealed that money meant for food, fuel and medicine was allegedly stolen in a massive fraud scheme. Politically, too, the country has been in turmoil. Number 13. Libya with 17 points out of 100, ranked 171 out of the 180 countries polled.
Libya is a country in the Maghreb region in North Africa. With an area of almost 1.8 million square kilometers, it is the fourth largest country in Africa and the Arab world, and the 16th largest in the world. Libya has 7 million people and has been unstable since the death of Muammar Gaddafi. Number 12. Equatorial Guinea, like Libya, scored 17 points out of 100 and ranks at 171 out of the 180 countries polled. Equatorial Guinea continues to suffer from relentless exploitation at the hands of its ruling family. The country's political, economic, and legal systems have all been controlled by President Teodoro Obiang Nguema, his relatives and cronies for close to 4 decades. In January 2023, one of the president's sons was arrested for alleged corruption for presumably selling a plane belonging to the country's national airline. Number 11. Burundi also scored 17 points like Libya and Equatorial Guinea and ranked 171 out of the 180 countries that were polled. Burundi is an East African landlocked country with a population of about 11 million people. Burundians also have to deal with high rates of corruption, poor health facilities, scarcity of food, and weak infrastructure. Number 10. Comoros score 19 points out of 100 and ranks at 167. The Comoros is an independent country made up of 3 islands in southeastern Africa, located at the northern end of the Mozambique Channel in the Indian Ocean. Its capital and largest city is Moroni. Number 9. Chad scores 19 out of 100 and, like Comoros, ranks at 167. Republic of Chad is a landlocked country at the crossroads of North and Central Africa. It is bordered by Libya to the north, Sudan to the east, the Central African Republic to the south, Cameroon to the southwest, Nigeria to the southwest. It has a population of 16 million. Number 8. Democratic Republic of the Congo scored 20 out of 100 and ranks 166. Poorly governed national defense forces across the region struggle to contend with such security challenges, and their vulnerability to corruption undermines state responses. Deeply embedded corruption facilitates the activities of illegal armed groups, including through mineral and wildlife trafficking. Armed groups destabilize countries and the region. Number 7. Guinea-Bissau scored 21 over 100 and ranks at 164. Guinea-Bissau is in West Africa that covers 36,125 square kilometers with an estimated population of 1,726,000. Guinea-Bissau's GDP per capita is one of the lowest in the world, and its Human Development Index is one of the lowest on Earth. Number 6. Congo scored 21 over 100 and ranks 164. The Republic of Congo is a country located on the western coast of Central Africa to the west of the Congo River. It is bordered to the west by Gabon, to its northwest by Cameroon, and its northeast by the Central African Republic, to the southeast by the Democratic Republic of the Congo, to its south by the Angolan, and to its southwest by the Atlantic Ocean. Number 5. Sudan scored 22 over 100 ranks and 162. Sudan is a country in Northeast Africa. It has a population of 45.70 million people as of 2022 and occupies 1,886,068 square kilometers, making it Africa's 3rd largest country by area, and the 3rd largest by area in the Arab League. Number 4. Eritrea scored 22 over 100 ranks at 162. Eritrea is a country in the Horn of Africa region of Eastern Africa, with its capital and largest city at Asmara. It is bordered by Ethiopia in the south, Sudan in the west, and Djibouti in the southeast. Number 3. Zimbabwe scored 23 over 100 and ranks 157. Zimbabwe is in Southeast Africa with a population of 15 million people. Zimbabwe runs a democratic system of government. Robert Mugabe was the prime minister from 1980 until he was removed in 2017 following protests. Number 2. Nigeria scored 24 over 100 and ranks at 150. Nigeria is a West African country with a population of over 200 million. Nigeria has been a democracy since May 29, 1999.
Nigeria is a regional power in Africa and Nigeria's economy is the largest in Africa. Despite Nigeria's economy and enormous oil wealth, it ranks very low on the Human Development Index. Number 1. Central African Republic scored 24 over 100 and ranks at 150. The Central African Republic is among the poorest countries in Africa. The country has a population of around 4.7 million and encompasses a land area of 240,000 square miles. Et ceci, ce qui est grave, mais c'est qu'on connaît. On connaît. Tous les dossiers sont connus. Et nous ne cesserons pas de les rappeler. Parce qu'assez souvent on dit, ils sont sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux donnent de très bonnes informations. Quand je prends ce cas, nous avons le dossier des 14 000 milliards d'excédent budgétaire. Et c'est connu par tout le monde. Nous avons cette révélation qui a été faite, les révélations faites par les Panama Papers, selon lesquelles 6 Congolais détiennent à eux seuls 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. Et nous avons suivi, au cours de la dernière émission, nous avons tenu à vous le dire, un ancien ministre chinois de l'agriculture, ancien gouverneur d'une province, pour des pots de vin s'élevant globalement à 32 milliards, à l'équivalent de 32 milliards de francs CFA. Il a été condamné à la peine de mort. Pourquoi cette complaisance au niveau du Congo? Pourquoi peut-on tolérer? Et en termes de dossiers, j'ajoute, il y a le Figagate, il y a le Trésor-Gate, il y a les 6 milliards de bourses qui se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces. Face aux deux chambres du Parlement réunies en congrès le 28 novembre à l'occasion de la fête de la proclamation de la République, le chef de l'État du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a mis en lumière un détournement de fonds de 6 milliards de francs CFA chaque année, un pactole destiné à payer la bourse des étudiants. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an, au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Ensuite, les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Il y a les 9 milliards des pensions de novembre et de décembre 2016 à la crève. Il y a les 160 milliards détournés d'après des documents produits par la société civile au niveau du ministère de la Santé et de la Population. Il y a les malversations financières au fonds de soutien à l'agriculture. Non, ne faisons pas comme ça. Et on fait un budget, les orientations qu'on donne, on n'en tient pas compte, on n'en parle pas. Et je me rappelle de ce feuilleton de la haute autorité de lutte contre la corruption qui avait soi-disant établi des dossiers qui s'apprêtaient à faire saisir la justice. Et on sait, on a compris. La justice n'a jamais été saisie. Toujours cette vision de protection, etc. Et ce n'est pas du tout sérieux. Au-delà de ça, mais parlons des fonds des errances. Parlons des fonds des errances. Parce que le Premier ministre a quand même signé une note qui a surpris tous les Congolais, qu'il faut reconnaître, c'est de la mauvaise gouvernance, dans laquelle un groupe de travail ou une commission a été mise en place pour aller collecter les fonds des errances. Fonds des errances, pourquoi? Mais parlons-en maintenant qu'on est au budget.
Et parlons-en pour que l'Assemblée puisse... Et on a vu que non, on ne versera que 2,5% au Trésor et 15% reviendrait à la Commission. C'est non, véritablement scandaleux. Je suppose, comme nous l'avons demandé, que le Premier ministre a retiré ça. Et nous tenons également à relever. Dans la situation que nous connaissons de crise, on ne peut pas ne pas faire réaliser les audits, particulièrement les audits relatifs au marché relatif à la municipalisation accélérée. Je vous prends un exemple. On nous a fait croire, on nous a dit que le projet de l'université Malingwa, le coût estimatif du projet de l'université Denis Sassou Nguesso était de 241 milliards. Et quand les Congolais ont découvert que le coût de la deuxième université sénégalaise était autour de 65 milliards, on a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il faut auditer. Et moi, j'en suis d'autant plus préoccupé que lorsque je prends, puisque je vis à Mungali, à côté de la commune, quand je prends le tronçon de route qui part du rond-point des 10 maisons où il y a la statue de l'ancien ministre Tchitchélé jusqu'à l'aéroport, 2 km 800, mais ça avait coûté 3 milliards le kilomètre. Et on avait trouvé ça scandaleux. Donc, il faut. Mais quelles sont les niches qu'ils cherchent? Seulement lire les PP supprimés pour que ça pèse sur les contribuables. Et là où il y a des preuves flagrantes qu'on peut récupérer de l'argent. Non, écoutez, c'est scandaleux et on ne peut véritablement tolérer ça. Donc, voilà au niveau des orientations. Ce sur quoi nous voulons insister avant de passer à un autre point qu'ils ont consciemment oublié. Consciemment oublié. Et ce n'est pas normal. L'indifférence à la misère et à la souffrance des Congolais. Et c'est là où nous venons. Nous allons être pratiques. Nous prenons le cas des retraités. Le cas des retraités, j'ai, je crois, les textes là. Le cas des retraités est terrible. Parce que les retraités, pour la plupart, depuis 2017, touchent leur pension à l'indice, à la valeur du point d'indice 160, au lieu de la toucher à la valeur du point d'indice 300. Et moi, j'ai recherché les documents. Et j'ai retrouvé les documents, notamment le décret 87/447 du 19 août 87. Et je lis l'article 9. L'article 9 dit ceci. Les opérations en recettes et en dépenses de la caisse des retraites font l'objet d'un budget préparé par le directeur général et adopté par le Conseil des ministres. Pourquoi ce budget n'a jamais été adopté? Pourquoi ce budget n'a jamais été élaboré et présenté en Conseil des ministres? Pour permettre au Conseil des ministres de cerner tous les contours qu'ils doivent faire, que les retraités touchent tous les mois leur pension, comme cela est prévu, et qu'on ne vive pas. Alors, on viole les textes. Et je vais, avant de faire le commentaire sur les violations de ces textes, je vais revenir au deuxième texte, s'agissant des retraités. J'ai ici le décret numéro 84/892 du 12 octobre 1984. Et quand je prends l'article 58 de ce décret, qu'est-ce qui est dit? Article 58. Toute augmentation de traitement entraînera une majoration de la pension ou de la rente dans la même proportion. Messieurs les gouvernants, pourquoi depuis 2017, vous n'appliquez pas ça au niveau des retraités? Pourquoi depuis que l'évolution a commencé, je crois le 1er janvier 2014, vous n'avez pas tenu compte du différentiel? Pourquoi? Parce que le choix que vous avez fait, c'est celui de faire souffrir les retraités. Que gagnez-vous en faisant souffrir les retraités? Vous direz qu'il n'y a pas d'argent, mais les 14 000 milliards sont passés où? Vous direz qu'il n'y a pas d'argent. Les 160 milliards détournés au ministère de la Santé. Non, il ne faut pas faire comme ça. Et moi, j'ose espérer, quand je prends le cas des retraités, qu'à partir du 1er janvier 2026, la pension doit être versée de façon concomitante avec les salaires. Et la pension doit être payée pour ceux qui n'étaient pas alignés à ce niveau, à la valeur du point d'indice 300 au lieu de la valeur du point d'indice 160. Je crois que c'est le minimum que les retraités peuvent. Et je souhaite que nos syndicats qui se mettent debout, ils semblent d'ailleurs qu'à travers le monde pour défendre les intérêts, tout le monde est en train de se mettre debout. Il n'y a aucune raison que pour nos intérêts,
pour nos droits, que nos syndicats continuent à s'endormir. Il faut qu'ils se lèvent. Et nous sommes là également. Nous sommes dans les syndicats et nous sommes prêts à apporter notre contribution pour que nos revendications puissent aboutir. Donc, pour terminer avec ce problème des syndicats et des retraités, je dis, il ne faut plus que les gouvernants violent les lois et les règlements de la République. C'est des violations des lois, les décrets ont été pris au niveau gouvernemental. Donc, il faut, à mon avis, que dès le 1er janvier 2026, que la question du paiement régulier de la pension à la valeur du point d'indice 300, maintenant, si le directeur général de la CREF n'a pas présenté le budget au niveau de son ministre pour que ça soit discuté au niveau du Conseil des ministres et qu'on intègre ça dans le budget de l'État, ce n'est pas de la faute des retraités. C'est à eux, c'est à vous de travailler. Vous avez des gros salaires, vous devez travailler, et si vous ne travaillez pas, c'est pas aux retraités de payer ça. Maintenant, si j'aborde le problème sur le paiement régulier de la pension à partir du 1er janvier 2026, mais ce qui vient après, ben, il faut rentrer en négociation directe pour les arrérages, pour les arriérés, et puis pour les différentiels. Il faut qu'on voit clair. Cette vision de dire il n'y a pas d'argent. Regardez ce qu'on fait pour les Koulouna. Les Congolais en sont contents, mais ils seront davantage contents si on règle le problème au niveau de la récupération de l'argent qui a été dilapidé du trésor public. Et à mon avis, ce serait une chose extrêmement importante. Donc, après que nous ayons parlé des retraités, nous voulons dire un mot sur les étudiants. Il n'est pas normal aussi qu'on laisse les étudiants dans cette situation. Surtout, lorsque le 28 novembre 2024, mais c'est le président de la République qui a annoncé qu'il y avait un différentiel de 6 milliards qui se dissipait chaque année sans jamais laisser de traces. Mais est-ce qu'on peut faire ce conseil rester silencieux? À l'époque, le Premier ministre Anatole Kouliné-Mapusso a parlé d'une enquête administrative. Son ministre de la Communication, Thierry Mungala, a emboîté le pas. Mais il faut combien de temps pour faire une enquête administrative? Depuis le 28 novembre 2024, bientôt, on va être au 28 novembre 2025. Qu'est-ce qui a tardé? Mais les étudiants ont besoin de ça. Il faut qu'on aille à la récupération de cet argent pour régulariser, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir le comportement que nous avons vis-à-vis de l'école, vis-à-vis des étudiants et un certain nombre de choses. Et vous savez bien qu'il y a quelqu'un qui a si bien dit que lorsqu'on veut détruire un pays, il faut commencer par faire quoi? Il faut commencer par détruire l'école. Et nous ne sommes pas là, nous ne soutenons pas qu'on puisse aller à la destruction de l'école. Nous souhaitons plutôt que ça puisse aller de l'avant. Maintenant, l'autre aspect. Mais il y a une grogne sociale dans le pays. Quand j'écoute ces revendications des vacataires, quand j'écoute ces revendications des bénévoles, quand j'écoute ces revendications des communautaires, quand j'écoute ces revendications des enseignants de l'université Marien Ngouabi, quand j'écoute ces revendications du personnel du CHU, du personnel de l'hôpital de Luandjili, du personnel... Mais écoutez, mais on a bien prévu dans la Constitution, un Conseil national du dialogue pour aborder tous les grands problèmes d'intérêt national. Mais que faisons-nous? Au-delà de ça, je vais ajouter un aspect que je ne pense pas que je vais l'oublier. Le fonctionnement des services sociaux, l'école, la santé. Il faut qu'on arrête d'avoir une vision qu'au Congo, la santé, c'est pratiquement des mouroirs. Ce n'est pas du tout sérieux. Comment on fait? Et je crois qu'il faut qu'on fasse l'effort de régler fondamentalement ce problème. Maintenant, quand on continue à l'examen, après avoir fait soulever ce problème de l'indifférence, l'indifférence que l'on constate au niveau des gouvernants sur cette situation, mais on peut parler maintenant des recettes. J'ai lu que les recettes, et je m'en réjouis, je souhaite que la tendance continue. J'ai vu, semble-t-il, que les recettes fiscales sont
estimé à près de 1255 milliards. Que lorsqu'on prend les recettes pétrolières, qu'on ajoute aux recettes gazières, on approche pratiquement le milliard. Mais je me réjouis parce que les recettes fiscales font pratiquement tout, un peu plus de 50%, 50,2%, et je crois que c'est une très bonne tendance. Si c'est le résultat de la diversification de l'économie, mais il faut qu'on continue sur ce chemin et il ne faut plus qu'on recule. Lorsqu'on regarde le pétrole et le gaz, on comprend que c'est maintenant au niveau de 40%. Mais c'est une tendance qu'il faut encourager pour que nous allions de l'avant. Et je crois qu'il faut que nous poursuivons les efforts pour que nous allions. Mais par contre, et ça m'a fait sourire. Lorsque je regarde les recettes forestières, là, je tombe comme des nus. Lorsque je regarde les recettes forestières, 14 milliards. Non, c'est trop faible. C'est en deçà des potentialités congolaises. Et c'est là, parce qu'on n'abordera pas la question aujourd'hui, où on doit réfléchir sur la question, où va l'argent du Congo? Maintenant, quand on prend les recettes minières, alors là, c'est le grand scandale. Le grand scandale. J'ai suivi l'interview du président de la République lorsqu'il est parti à New York. Je l'ai suivi décrire un peu les richesses, les potentialités que dispose ce pays. Et quand je viens voir au niveau du projet de budget de l'année 2026, que pour les recettes minières, nous n'aurons que 958 millions. Non, vous rigolez. Où va l'argent des mines? Où va l'argent des mines? Et je continue. Le portefeuille, les recettes du portefeuille public sont de 32,2 milliards. Celles des services de 21,1 milliards. Regardons, réfléchissons. Nous avons vu que nous avons une tendance au niveau des dépenses qui montent alors qu'au niveau des recettes. Mais nous avons les niches que nous venons d'indiquer en termes d'augmentation, mobilisation des recettes de l'État pour affronter les défis qui se posent à cet État. Parce que quand j'ai parlé de ce qu'on a voulu ignorer, la misère et la souffrance des Congolais, mais je ne parle pas des érosions, je ne parle pas des routes, je ne parle pas de beaucoup de choses. Et ça veut dire qu'il faut que nous affrontons. Mais il faut que nous ayons le courage politique et la volonté politique d'amorcer ces réponses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les gouvernements, qui se sentent peut-être concernés par l'enrichissement illicite, etc., parce que ça a un lien avec l'enrichissement illicite et vous avez des problèmes pour déclarer votre patrimoine. Le Premier ministre dit à chaque fois qu'il fait une interview, qu'il déclare, non, vous ne déclarez pas les patrimoines. Et depuis 2002 d'ailleurs, depuis que la loi relative à l'obligation de déclaration de patrimoine a été retouchée, ben, il n'y a personne qui fait la déclaration de patrimoine. Et nous avons déjà relevé à une autre occasion que la Cour constitutionnelle, tous les membres de la Cour constitutionnelle n'ont pas déclaré de patrimoine. La Cour constitutionnelle n'est pas en conformité avec la loi. Le Conseil supérieur de la liberté de communication n'est pas en conformité avec la loi. Et je crois qu'il faut, à mon avis, accorder une attention à tout ça. Maintenant, au niveau des dépenses, nous regardons. Au niveau des dépenses, il y a cette affaire, les charges financières de la dette. J'ai relevé juste 2 rubriques, parce que y en a. Elles sont à 193 milliards. Mais vous connaissez notre problème de la dette. Nous sommes en situation de surendettement. Malheureusement, je regrette le fait qu'on n'ait jamais établi les responsabilités sur cette question de la dette. Et c'est véritablement dommage. Maintenant, au niveau de l'investissement a été estimé, évalué à 558 milliards, 558,6 milliards, dont 306,5 milliards, soit 60% sur ressources internes. Mais vous savez que les défis sont extrêmement nombreux. Donc, j'ai voulu, dans cette première phase, essayer d'analyser la situation financière pour que la prochaine fois, une prochaine émission, nous tentons de répondre à la question: où va l'argent du Congo? Où va l'argent du pétrole? Où va l'argent des forêts? Où va l'argent des mines? Parce que c'est ça la question essentielle. Les Congolais ont besoin de voir leurs conditions de vie s'améliorer.
Les Congolais ont besoin de sortir de la misère. Et vous voyez tous les mouvements qu'il y a là, que ce soit au niveau des pays comme le Burkina, le Niger, que ce soit au niveau de la Guinée, etc., du Mali, que ce soit au niveau de Madagascar. Vous écoutez les revendications. Les Africains se plaignent de ce qu'ils sont dans la misère parce que leurs richesses sont pillées. Et le cas du Congo est probant. Nous avons vu ces images et la manière dont l'or est exploité à Mokeko, dont l'or est exploité dans les districts de Kélé. Et quand on vient là, on nous dit que les recettes minières ne seront que de 950. Mais qui veut-on tromper? Qui veut-on tromper? Et qui croit-on tromper? Je demande aux Congolais d'ouvrir les yeux. En tout cas, il faut que nous mettons tout en œuvre pour que les choses changent. C'est pour ça que nous allons à la conclusion pour dire vraiment, le Congo est dans une situation extrêmement difficile. Il est dans une situation extrêmement difficile du fait de ses gouvernements. Il y a la mauvaise gouvernance. Il y a l'impunité. Il y a la protection des responsables des scandales de crimes économiques et financiers. Et ça, à mon avis. Mais il faut qu'ils accordent une attention particulière à la situation du Congolais. Le Congolais vit dans la misère. Le pouvoir d'achat a baissé. Le panier de la ménagère est difficile à tenir. Et à chaque fois, on dit, que faire? On parle de la résilience du peuple congolais. On parle de ça. Mais les Congolais ont consenti beaucoup de sacrifices. Et aujourd'hui, malgré ces sacrifices, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant. 65 ans après l'indépendance. Et vous voyez ce que ça fait à Madagascar. Vous voyez le manque d'eau, les délestages. Vous voyez ce que ça fait. Donc, réjouissez-vous de ce que les Congolais observent, subissent et acceptent. Mais il faut qu'on sache que cela a une limite. Et c'est à vous, les gouvernants, de tirer les leçons de tout ce qui s'est passé. Si je m'occupais de la première partie, où j'ai évoqué la situation en Côte d'Ivoire, où j'ai évoqué la situation au Cameroun, etc. Le problème, c'est quoi? Mais les gouvernants doivent se rendre compte que le changement de constitution a entraîné beaucoup de pays. Non pas dans la prospérité haute, mais dans le chaos, dans l'instabilité. Et ça, il faut que nous en tirions. C'est pour ça, chers téléspectateurs, que nous avons tenu à vous faire un peu ce petit tour d'horizon, puisque le budget va être discuté à l'Assemblée. J'interpelle notamment, en ce qui nous concerne, nous qui sommes retraités, nos syndicats, à être vigilants là-dessus. Nous sommes prêts à nous retrouver avec eux pour préparer bien nos revendications et faire en sorte que cela puisse s'exécuter. Donc, chers téléspectateurs, chers compatriotes, j'ai tenu non seulement à aborder sur un premier aspect, l'actualité nationale et internationale, mais dans un deuxième aspect, j'ai tenu à m'appesantir sur la situation financière du Congo. Elle est difficile, elle est très grave. C'est un pays qui est dans le chaos. C'est un pays qu'il faut sauver. Et pour le sauver, à notre avis, il faut la volonté et le courage politique pour la remise en cause, pour le changement, pour la rupture, pour faire les choses autrement qu'elles ne se fassent aujourd'hui. Voilà, c'est par là, chers téléspectateurs, que je termine notre émission et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Nous serons probablement le 25 et j'ose espérer que nous aurons un bon thème que nous allons exploiter à cette occasion. Donc, encore une fois, merci pour votre aimable attention et à bientôt, tout en vous souhaitant un bon week-end. Merci.